Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission, Vidoc, la cité des enfants perdus et Batman Returns. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous et à toutes, ici Guillaume Saint-Cyr, On jase de film, la formule est bien simple. Je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue 3 coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Ce sont les goods, the bad and the ugly de la cinéphilie de la personne que je reçois. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un humoriste capable de mettre du rire dans les événements les plus glauques de l'histoire de la famine en Ukraine à la vie d'Henri VIII, en passant par les invasions barbares, pas le film de Denis Arcand, mais l'autre affaire qu'on retrouve dans des livres d'histoire. Salut Charles! Coucou! Comment Ça vas-tu? va? Ben oui, super, Ben, merci. super bien, prodigieux. C'est une belle beau moment pour écouter des films. Oui. Timing idéal. C'est pas anodin, ce podcast. Mm. Donc, Charles, c'est ça. Est-ce qu'on a du temps? Voilà. En entrant en matière, je l'ai dit, bon, tu es l'animateur des pires moments de l'histoire, nommé au Gala des Oliviers dans la catégorie meilleur podcast. Félicitations. Ben merci, c'est bien gentil. Moi, je suis juste content que quelque chose qui me procure autant de plaisir fonctionne aussi bien. Oui. C'est rien de mieux dans la vie. Oui, c'est ça. Puis c'est pas tes premières aventures dans le milieu de l'historiographie. On te connaît aussi pour les spectacles. Charles Beauchesne parle de la peste noire pendant 60 minutes et ton spectacle sur Jack l'Éventreur. Ça, Normalement, je demande aux gens, ben, je vais te le poser après la question sur Vas-y donc, vas-y donc. d'où vient ton amour du cinéma ou ta passion pour certains films, mais ta passion de l'histoire, ça vient d'où? C'est né comment? C'est né, c'est né en même temps que ma passion pour l'humour. OK. Je la raconte souvent cette histoire-là. J'ai pas, en tout cas, moi, j'avais pas d'amis au secondaire. Mhm. Puis, à un moment donné, j'ai pogné. J'ai eu un très, très bon professeur d'histoire quand j'étais en secondaire 4 j'avais fait un exposé oral sur la torture au Moyen Âge. Et les gens avaient trouvé ça très, très drôle. J'avais vraiment tiré mon épingle du jeu à ce moment-là. Je veux dire, à un moment où j'étais juste en tout cas, un gros nerd qui jouait à Diablo tout seul chez eux. À Diablo 2, excusez-moi, on était à cette Oui, période-là. le meilleur. Oui, bel et bien le meilleur. Nous en reparlerons. Non, mais c'est ça, à un moment donné, ce prof-là m'a donné une chance de m'exprimer en classe, puis ça m'a appris que j'étais drôle. Mhm. Et c'est con, mais se faire inspirer comme ça de quelqu'un qu'on trouve déjà préalablement très inspirant, parce que c'était en passant un cette année bon prof d'histoire, là, avec qui était passionné par sa matière, qui la racontait bien, qui la racontait en la vivant, qui la racontait en t'investissant Mhm. dans l'histoire. Fait que c'est con, mais il y a un peu... d'une certaine façon, il y avait quelque chose du stand-up dans ce modèle-là. Puis dans beaucoup de professeurs, en fait, quelques professeurs que j'ai eus à l'époque, il y avait, en tout cas, les meilleurs, là, ceux qui étaient passionnés par leur matière, puis qui livraient ça de façon à ce qu'on. Dramatique, de façon à ce qu'on s'en souvienne. Dramatique, pas dans le sens de drame, mais dans le sens d'évoquer des émotions. Oui. Puis voilà, ça m'est resté comment dire, le goût de parler en public, puis de susciter des émotions. Et je me suis rendu compte que j'étais capable de faire ça. Donc voilà, intrinsèquement, je veux dire, c'était relié. Après ça, j'ai fait du stand-up pendant une bonne partie pendant toute ma vingtaine, en fait. Là, Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Attends, excuse-moi. Je suis sorti du cégep, j'ai fait un certificat en création littéraire non complété, il me manque un cours. Mineur en études cinématographiques, il me manque une session. Je ne savais pas trop où je voulais m'en aller. Je faisais de l'humour dans les bars on the side, mais vraiment on the side, genre 2 fois par année à cette époque-là.
Oui, puis c'était à l'époque où personne jouait. C'était à l'époque où il y avait Ouais. une soirée d'humour à Montréal, puis c'était au Saint-Cyboire, puis tu jouais aux 6 mois. Mhm. Puis voilà, à un moment donné, j'ai été pris à l'école de l'humour à quelque chose, à la moitié d'une mineure en études cinématographiques. Tiens. OK. J'ai décidé de choisir ça. J'étais censé faire j'avais fait mes auditions en théâtre aussi. Je voulais devenir comédien aussi au début. En tout cas, je ne savais pas où est-ce que je m'alignais. Puis finalement, l'ENH m'a pris après C'était 3 là. fois. Et à partir de ce moment-là, voilà, je suis sorti en 2010. Ma vie n'était que stand-up à ce moment-là, jusqu'à ce que mon Dieu, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me suis tapé des documentaires sur la peste noire au Moyen Âge, Ouais. aléatoirement. J'ai des fascinations comme ça, j'aime ça écouter des documentaires. Et je me suis rappelé en fait que cette histoire-là était tellement fascinante Mhm. que je l'ai soumise à d'autres humoristes en fumant une cigarette pendant les soirées d'humour, pendant qu'on était dans Ruelle à jaser. Puis Maud Landry, puis François Tousignan, en fait, à qui j'ai fait genre, la peste noire genre, en 2 bières, en version 15 minutes, m'ont dit Charles, il faut que tu devrais faire un spectacle. Ouais. Avec ça, c'est fucked up. Fait que j'ai fait un retour d'entracte à un moment donné, j'ai fait 45 minutes de retour d'entracte avec ça. Ça n'a absolument aucun sens. Il ne faut jamais faire un retour d'entracte Ah long non. comme ça. C'est épouvantable pour tout le monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça me montrait que voilà, en mode impro, le spectacle existait. J'ai fait Charles Beauchesne parle de la peste noire à ce moment-là. Puis c'est là que ça s'est mélangé un petit peu les deux, là, histoire, humour. Puis le feedback était positif. Ça Mhm. a fait qu'à un moment donné, quand j'ai pogné une mauvaise période en stand-up, puis que j'avais de la misère à remplir mes salles, j'avais eu un mauvais été, ça avait vraiment pas été le Ah fun, j'avais ouais. perdu de l'argent, puis en tout cas, les années en route vers mon premier gala Oui. où j'avais OK, fait oui. mon premier fanbase commençait à être de plus en plus loin, puis ça commençait à se voir dans Mhm. le attendance à mon spectacle. Fait que je me suis dit, puis en fait, c'était l'époque où il fallait tout le monde sortait des séries web, là, puis Ah ouais, ouais. c'était l'âge d'or de faire des affaires sur le web. Cette belle année de 2014. 15? 2014-2015, là. En fait, non, je Ouais. pense même à ce stade-ci, là, on est écoute, Ah 2017-2018. ouais, OK. Tardivement, là. Les gens avaient commencé à faire. Les pionniers étaient déjà passés, là. Hmm. Puis là, maintenant, comment dire, c'était le running gag là, de se dire, en humoriste, il faut que tu fasses du web. Là. Maintenant, il faut faire du web, là, parce que sinon, là, tu devrais faire plus de web, tu devrais plus de matériel. Puis j'ai amalgamé les deux affaires que j'aime le plus, le Ouais. stand-up, puis en fait, voyons, ma conférence historique, puis ça a donné les pires moments Ouais. d'histoire. Et voilà, nous voilà ici aujourd'hui. Voilà. Puis les De- films, c'est venu comment? Bon, t'as étudié en cinéma, ça vient d'où? C'est quoi les premiers films qui t'ont marqué? On va pouvoir parler de Batman plus tard, là. J'imagine que Bien ça sûr. fait partie de ce qui t'a marqué, enfant. Batman, c'est drôle. Batman Returns, je l'ai vu vraiment tôt. Ouais. 1992, en fait, là, Mhm. quand c'est sorti. J'étais un kid. Je suis né en 86. Voilà, faites le calcul de ma place. Je ne sais pas, moi, c'est un film dont les ténèbres sont toujours venues me chercher sur un Mhm. point émotif. On en reparlera, là, mais Oui. et je dirais que mon amour du cinéma vient généralement de ça, des films dont les ténèbres sont allées chercher chez moi des émotions. Hmm. Des bouts, des scènes que je ne peux pas faire autre chose que me repasser continuellement dans la tête parce que je buzz ou je buzzais sur l'émotion que cette scène-là m'avait fait vivre. Voilà, ça a Ouais. starté mon amour des films. Puis mais j'aime pas, c'est ça l'affaire, c'est que je suis bien. Mon corridor d'appréciation cinématographique est très, très étroit et certains Mhm. diraient qui fait absolument aucun sens. J'aime pas tout. J'aime les affaires pour certaines raisons bien précises. C'est OK. pas les raisons. En tout cas, c'est souvent les raisons qui fait que les gens
déteste ces films-là. J'ai un angle quand j'écoute des films. Allons-y justement avec un film qui a été abondamment détesté par la critique et par le public à sa sortie. C'est Vidoc, le film de 2001, réalisé par Pitoff, à qui on doit le film Catwoman avec Halle Berry. Ça met en vedette Gérard Depardieu, André Dussolier, Inès Sastre et Guillaume Canet. C'est quoi l'histoire de Vidoc? C'est quoi ce film? Ah, c'est fabuleux. Ça là, ce film-là, c'est arrivé là, pile. Mon Dieu, je vais avoir. En tout cas, je suis quelque part entre l'adolescence, début vingtaine. Là, je gotte à la crinque à 11. Mon univers n'était que chauve-souris et chapeau de forme. C'est ça, comme je le disais là, tout à l'heure, moi, la façon de m'attirer au cinéma, là, à cette époque-là, du moins, c'était donne-moi de la shit surnaturelle, stylisée, enquête de détective privé. J'ai toujours adoré les films de détective. C'est une bonne vieille enquête, ça me fait toujours triper. Enquête surnaturelle, hey, crème. Enquête surnaturelle dans un univers victorien de chapeau de forme et de calèche. OK, d'accord, c'est beau, shoot-moi ça. En plus, en tout cas, le méchant est un alchimiste dont le visage est un masque en miroir. OK, regardez, vous m'avez tout à fait eu. Oui, ce méchant-là. Un miroir en or, là, quelque chose comme ça. Ouais, c'est comme une espèce de casque de Star Wars en miroir. En 1830 à Paris. Écoute, je suis un peu tombé amoureux du bad guy puis en plus, je veux dire, Gérard Depardieu, je suis toujours content de voir gros Gérard dans n'importe quoi. Puis surtout dans ce film-là, en fait, c'est un bon détective, gros Gérard. J'aime ça le voir maugréer dans ce film-là. Je suis allé voir ça au cinéma, j'ai trippé comme un mongol. Là. C'est le rythme. Ne serait-ce que le rythme est rapide. On n'a jamais le temps de s'ennuyer. Les effets spéciaux sont datés, mais délicieusement daté comme quand tu vois genre du stop motion dans Clash of the Titans, l'original, daté qui ne peut pas devenir plus vieux que ça, fait que c'est correct, pas daté genre revoir Jar Jar Binks puis faire oh ça devient de pire en pire. Bon. Il n'y a personne devant Qui-Gon Jinn. Jar Jar Binks, il y a un pixel qui s'ajoute par année, un gros pixel que tu vois de plus en plus par année. C'est comme un tronc d'arbre qui grandit à chaque fois. Il devient, écoute, de plus en plus computer-generated au fur et à mesure que le temps laisse libre cours à ses ravages sur lui. Mais voilà, Vidoc, moi, au cinéma, j'ai trippé comme un fou. Belle ambiance, vrai sinistre. C'est pas, j'ai été surpris, c'était pas... je trouve que ce film-là n'a pas un sinistre cheapette sensationnel. Il y a un sinistre étudié. Et ça, d'ailleurs, Pitoff, je veux dire, c'est un directeur photo, right? Oui. Un ancien directeur photo. Directeur d'effets spéciaux, il a fait plein de choses. Et ça se voit visuellement. Écoute, je peux t'identifier, je veux dire, je peux te reconstruire ce film-là de A à Z en fonction des scènes, à quel point elles sont, elles sont théâtralisées d'une façon à laisser une impression dans l'esprit. Je sais pas, il y a une symétrie, il y a une façon dont l'image est composée dans ce film-là que je trouve hypnotisante. Bref, le Vidoc, de quoi ça parle? C'est Gérard Depardieu, un gros Gérard qui joue François Vidoc, un gars qui a déjà existé, ce qui paraît. Un ancien bagnard, un ancien prisonnier qui s'est recyclé en enquêteur de police. Voilà, déjà là, le scénario est pendant, là, mais puis à la fin de sa vie, il était rendu détective privé. C'est comme le premier détective privé. Là, à l'époque où il n'y avait aucun... Avant Sherlock Holmes, avant Edgar Allan Poe, c'est l'ancêtre de tous les détectives privés. Ouais. Et je pense qu'une
des clés de son succès, c'est d'ailleurs d'avoir été un ancien bagnard, d'avoir été capable d'avoir une connaissance de l'esprit criminel, puis d'être capable de reverse engineer la criminalité de 1830. Et voilà, tu as ce gars-là qui, à l'aube de la Révolution française, pas la première, la deuxième Révolution française, celle qui a duré genre 24 heures, parce que Charles X était un roi vraiment impopulaire. Il a décidé d'imposer des réformes et le peuple s'est soulevé dans la rue. Et ça se passe pile là. Le peuple est en train de se soulever dans Paris. Il y a des émeutes, toutes les scènes qui se passent dans les rues, il y a toujours du monde en train de crier, en train d'agiter des pamphlets révolutionnaires. Mais ça ne nous est pas expliqué plus que ça. C'était vraiment juste la trame de fond de l'enquête. À toutes les... C'est comme si, genre, voyons... dans le Faucon maltais, Sam Spade sortait puis de dehors, puis c'était la Deuxième Guerre mondiale, puis il y avait les Russes à l'extérieur, mais que c'était jamais vraiment expliqué plus que ça. Donc, il y a comme une effervescence historique dans le scénario qui est constamment souligné. Et voilà, donc François Vidocq et son sidekick, un autre détective d'origine tzigane avec des tatous d'en face, que je trouve vraiment cool, vont à la recherche d'un... En tout cas, il y a un fabricant de poudre, il y a deux fabricants d'armement qui ont été victimes de combustion spontanée et qui se sont mis à brûler spontanément. Puis voilà, il s'en va à la recherche du coupable de ces meurtres qui sont apparemment des interventions divines, et ça met Vidocq, ça met Gros Gérard sur le chemin de mystérieux alchimistes dont le masque est fait en miroir et qui, en tout cas, selon la légende, aspire les âmes des gens qui tuent dans son miroir. Ça a l'air quétaine, mais moi, j'ai trouvé ça délectable. Je peux écouter Vidocq à l'infini. Ce film-là me fait tellement plaisir. La musique, c'est Bruno Coulet qui fait le gars qui fait la musique des Rivières pourpres, entre autres. Bonne ambiance là, de pétoche. Là. J'ai acheté le soundtrack. C'est un de ces films dont j'ai acheté le soundtrack. J'achète beaucoup de soundtracks de films, j'adore ça. En fait, c'est dans la rare musique que je peux écouter à l'infini. Je ne suis pas un acheteur de band, je ne suis pas d'artistes musicaux, j'achète des soundtracks de films. Et celle de Vidocq en est une spécialement bonne, si je puis me permettre. Voilà, c'est un de mes coups de cœur, man. Coup de cœur. À l'infini, man, que je peux écouter ce film-là. Je trouve ça intéressant de rallier histoire et fantastique. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans de prendre une période historique dans ce que c'est excessivement riche? C'est la même époque que Les Misérables de Victor Hugo aussi? C'est un peu avant. C'est quelques années avant. Les Misérables, si je ne m'abuse, ça se passe une dizaine d'années plus tard. Si je ne m'abuse. Il y a 3 révolutions françaises, c'est ça l'affaire. Il y a la première révolution du 18e siècle, il y a celle de 1830, puis si je ne m'abuse, il y en a une autre dans les années 1840, je pense. OK. Il faudrait que je vérifie. Ça, c'est celle des Misérables. OK. Mais qu'est-ce que tu aimes de rallier histoire et fantastique? Premièrement, souvent, ça donne un setup qui permet beaucoup plus de liberté dans le... Comment dire? Comment est-ce qu'on traduirait le suspension of disbelief, la suspension d'incrédulité du spectateur? Dans le sens, le fait que si ça se passe dans le passé, on peut justifier le fait qu'on n'a pas entendu parler de ces événements-là, ou que comment dire, on peut justifier le mystère autour de ces événements-là. Ça, de un, j'aime ça qu'on garde mon fantastique, genre, comment dire, cintré dans quelque chose, là, dans un cadre de voici ce qui s'est passé à l'époque, mais nous venons de nous en apercevoir comme si on avait trouvé un manuscrit de ces événements-là. Puis c'est trame de fond, costume, recherche, ça te fait... J'aime le cinéma où on me fait voyager. J'aime le cinéma où il y a de la... comment dire... Où les costumes et les décors viennent appuyer toute la patente et deviennent une raison de réécoute à part entière. Moi, j'aime bien ça, réécouter des films pour les costumes, les décors, la direction photo. Et ça, c'en est un. Et ça me fait voyager justement dans le temps. Puis la fresque est jolie, les bienfaits, on s'y croit, l'immersion. Et c'est premier film entièrement tourné en numérique.
d'ailleurs, incroyable, ça. et ça se voit. Il y a comme quelque chose de très... T'es très proche des personnages. On entre beaucoup dans la bulle. Il y a beaucoup de gros plans, genre à la Sergio Leone, des yeux des personnages ou des détails disgracieux. Tout le monde est... T'as toujours l'impression genre, d'être un, je sais pas, d'être un rat en train de regarder un dude manger un saucisson. Là. Je sais pas comment l'exprimer, là, mais il y a beaucoup d'effets fisheye, beaucoup de plans très, très proches. Ouais, non, je trouve que, je sais pas, le voyage... L'illusion du voyage temporel est complète pour moi dans ce film-là. OK. Et ça donne envie de ça. Puis c'est ça que je recherche quand j'écoute des films historiques. Et c'est la raison pour laquelle je recherche des films historiques, souvent. Oui. Je trouvais ça, parce que je lisais un petit peu aussi sur François Vidocq, puis juste ses années de vie, là, 1775-1857. Il a connu la monarchie, il a connu la Révolution, il a connu la Terreur, il a connu l'Empire de Napoléon. Il a connu une autre révolution, un retour à la monarchie. Le retour de la monarchie, Charles X, puis une autre révolution. Finir avec le Second Empire français. Il est mort en quelle année, le Vidocq, au juste? 1857. 1857, ok, c'est ça. Il a vu toutes les révolutions. Oui. Je pense qu'il a vu toutes les révolutions françaises. Quel témoin particulier. Puis lui, il se rendait dans des maisons pour voir des cadavres. C'est hallucinant. J'ai aucune misère. Hey, man, ça, c'est de l'instabilité politique. Ta vie a été touchée par les 3 fucking révolutions françaises, man. C'est le monde qui change du tout à chaque fois. C'est incroyable. Mais il y a des gens, en tout cas, moi, c'est ça que je trouve ça, parenthèse, là, que je trouve vraiment fascinant. Des fois, faut réaliser quand on pogne un sweet spot historique, quand notre vie vient cadrer un sweet spot historique. Puis sweet spot historique, je veux dire, autant qu'il se passe infini à faire qu'autant qu'on est chanceux et on a une période historique dans nos vies où on est observateur, où on est témoin d'affaires qui se sont passées avant qu'il y ait des affaires vraiment graves qui nous arrivent. Et moi, en ce moment, je trouve que notre génération, le monde en ce moment, là, on est béni de vivre dans un sweet spot historique où on a évité toutes les guerres mondiales. On est, écoute, pile avant là, que les catastrophes climatiques nous fassent de plein fouet. On a la loterie de l'histoire et de l'espace-temps nous a donné une vie dans l'ère de la consommation, du divertissement et de l'introspection. On est fucking chanceux. Oui, c'est génial. Le maximum, nous, pour des personnes de notre âge, ça a été le 11 septembre. Avec le COVID en ce moment. Et la COVID. Regarde, oui, ok, c'est rushant psychologiquement, là, puis on sort pas beaucoup, là, fair enough, là, mais on est quand même à l'époque, à l'âge d'or des PlayStation. C'est incroyable, c'est fabuleux comme époque. À l'âge d'or de la découverte des séries et des plateformes où nous donner plus de séries continuellement. En tout cas, je suis fasciné. Je suis fasciné par notre époque et c'est pour ça que j'aime ça voyager dans le temps, c'est que ça remet tout ça en perspective. As-tu une époque préférée dans l'histoire? Une période? Oui, moi, c'est bien facile. Je suis un tripeux du Moyen-Âge. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir dans la vie que le fucking Moyen-Âge. Et pourquoi? Parce que c'est ça, c'est gigantesque. C'est 1000 ans. Ouais. C'est 1000 ans, mais c'est 1000 ans où, stylistiquement, on est un peu resté à même place aussi. C'est bien... Autant que j'aime écouter les films réécouter les films pour les costumes puis la direction photo, moi, je suis un amoureux des costumes et de la direction photo du Moyen-Âge. Je trouve qu'il y a une comment dire, ça reste... Le Moyen-Âge a sa propre facture visuelle, et moi, c'est quelque chose qui me fait bien triper, au-delà, je veux dire, du fait que ça se passe sur 1000 ans. J'aime... j'aime autant le Moyen-Âge romancé qu'on nous offre aujourd'hui que le Moyen-Âge historique dans toutes ses contraintes, en fait. Parce que c'est ça, grosso modo, souvent la différence entre le Moyen-Âge historique et le Moyen-Âge romancé qui nous est offert aujourd'hui, c'est qu'on pouvait
pratiquement faire aucune des affaires qu'on peut faire dans le Moyen-Âge romancé au Moyen-Âge historique, parce qu'on mélange toutes les technologies en même temps, puis ça rend Donjons et Dragons plus appréciable, mais voilà. Ouais, non, je suis un gros Moyen-Âge et la égalité avec la Deuxième Guerre mondiale. Ah ouais. Parce que la Deuxième Guerre mondiale, c'est... d'un point de vue scénaristique, là, c'est du génie. Ah ouais. C'est du génie, la Deuxième Guerre mondiale. On a des gros personnages, des gros protagonistes, de très, très bons antagonistes, des gentils que finalement c'est des méchants que finalement c'est des gentils, des Winston Churchill en arrière qui punch avec ses cigares. Et encore une fois, direction artistique. Je dirais que la direction artistique de la Deuxième Guerre mondiale, je trouve ça génial. Les nazis, là, il y a une raison pour laquelle c'est encore aujourd'hui des méchants très, très populaires. L'histoire nous a coiné genre les meilleurs antagonistes imaginables à cette période-là, et je suis amoureux de cette période-là un peu pour ça. Ouais, juste pour faire une petite parenthèse, tu parles de la direction artistique de la Deuxième Guerre mondiale. Les nazis ont fait faire leurs vêtements par Hugo Boss, et à un moment donné, ils ont fait défiler plein de soldats avec des bottes différentes pour entendre le bruit que ça faisait sur différentes surfaces. Et quand on entend le bruit des bottes nazies, ils sélectionnaient les bottes au bruit en faisant « ce bruit-là est plus inquiétant que celui-là ». Quand ils vont débarquer, ça va faire peur et on l'entend, le bruit des bottes dans notre tête. Aujourd'hui, mais oui, il y avait du monde, puis là, c'est terrible. La plupart de ces gens-là sont des criminels de guerre sans foi. On n'encense pas ça. On n'encense pas du tout ça, mais mais la direction, la publicité, c'est ça. Les costumes, les déguisements des personnages du Troisième Reich, c'est une réussite. En tout cas, et puis il y avait toutes sortes. En tout cas, il y avait le professeur Porsche aussi, là, qui leur construisait des tanks, là, puis toute la Lufthansa, qui est une compagnie aérienne big time encore opérationnelle aujourd'hui, eux autres, qui ont fait la publicité à une époque où on ne prenait pas l'avion, Hitler avait besoin de faire des discours d'un coin à l'autre de l'Allemagne. Fait qu'il a proposé à la Lufthansa de le lifter d'un discours à l'autre. Et eux ont accepté parce qu'ils aimaient la publicité que Hitler allait leur faire. C'est cette époque-là où les affaires de même étaient possibles. Puis il y avait son slogan, le Führer au-dessus de l'Allemagne. Puis voilà, Hitler était reconnu pour être un des rares à ne pas avoir peur des avions à cette époque-là, puis à voyager. Il a des photos là, avec son petit casque d'aviateur, il est ridicule. Là. Il est absurde, Hitler. Son petit casque de Flagata Jones. En tout cas, voilà. Et la Lufthansa existe encore aujourd'hui. Et souvenez-vous que ce sont les gens qui sont pas passés à côté d'un petit coup de pub de Hitler. Si je reviens un peu à Vidoc en terminant, as-tu une scène favorite dans ce film-là? Qu'est-ce que... Il y en a beaucoup, man. C'est un beau film. C'est un joli film à regarder. Beaucoup de scènes sont des fresques. Mon Dieu, je pense que ma scène favorite, c'est quand il découvre le laboratoire de l'alchimiste et qu'on te fait passer à travers, en tout cas, il y a une montée dramatique de la façon dont c'est découpé, la façon dont on te fait voyager à travers des couloirs teintés d'une obscurité opaque et absolue avec juste une lampe à huile. Là, tu te débrouilles en voyant genre, uniquement à quelques centimètres de ta face. En fait, t'es Vidoc, t'es quand même gros Gérard qui est en train de faire ça. Et d'ailleurs, excuse-moi, Gérard Depardieu est top-notch dans ce film-là. Il donne son... c'est un grand acteur français, puis il donne du plaisir. Là. Il est le fun à regarder aller dans ce rôle-là. C'est dans le temps qu'il joue encore, là,
Il mettait pas les répliques dans le front de ses autres comédiens. Des jeunes ingénus avec qui il va partager la scène. C'est gros Gérard à l'époque où ça y tentait et ça se voit que ça y tente. Bref, il débarque à un moment donné dans le laboratoire de l'alchimiste et cette scène-là, le décor, la façon dont c'est mis en scène, je me souviendrai toujours du laboratoire de ce putain d'alchimiste-là. J'ai trippé sur le design, la façon dont c'est fait avec les mille et une fioles suspendues au plafond, reliées par des tubes avec de la vieille technologie. Tout ça se rend genre une espèce de four pour fabriquer son espèce de verre alchimique magique là, avec une espèce de momie, en tout cas une espèce de momie disposée genre, en haut de cette affaire-là, comme si ça avait une incidence sur la qualité du verre. Là. En tout cas, pour faire le verre avec de la poudre de momie. C'est des petits détails comme ça. C'est pas expliqué, mais oui, moi, cette scène-là m'a hautement fait triper. On va rester un peu avec Pitoff parce qu'il y a un lien avec ton prochain film. Il a fait les effets spéciaux sur La Cité des Enfants Perdus en 1995, réalisé par Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro. C'était leur deuxième grosse collaboration après Délicatessen. Ça met en vedette le comédien américain Ron Perlman, qu'on a pu voir dans Hellboy. Daniel Emile Fork. Sons of Anarchy aussi. Comment? Sons of Anarchy aussi. C'est vrai, il est là-dedans. J'ai pas regardé Sons of Anarchy. C'est pas grave, il est là-dedans. Les gens, pour ceux qui le connaissent plus là-dedans, c'est Ron Perlman. C'est ça, Daniel Emile Fork, Judith Vitette, Dominique Pinon, qui est dans à peu près tous les films de Jean-Pierre Jeunet, Jean-Claude Dreyfus et la voix de Jean-Louis Trintignant, qui joue un ordinateur steampunk avec Il joue mon personnage préféré dans le film. Il joue Irvine, le cerveau dans un bocal. Et La Cité des Enfants Perdus. Holy fucking crap, allons-y. Man. Ça, là... Vas-y, qu'est-ce que Non, c'est ça. Allons-y, rentrons dans La Cité des Enfants Perdus. Alors, rentrons là-dedans, man. J'ai écouté ce film-là par hasard à un moment donné, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont écouté ce film-là par hasard à un moment donné. Je sais pas le monde n'a pas l'air de se rappeler de ce film-là. Ouais. Et mon Dieu. Tu vois, on parle des univers, là. On parle de la direction photo, on parle des costumes, on parle de tout est là. Encore une fois, je voyage. Et là, cette fois-ci, on est dans une espèce de mon Dieu, une espèce d'univers français de belle époque steampunk. Ça a l'air de se passer au début du siècle. Il y a des voitures des années 30, mais le monde a des yeux robots steampunk, une espèce de ville qui a pas de nom dans un pays où, en tout cas, tout est comme... Tout est mélangé et ça n'a pas d'importance. C'est immense, mais ils vivent tous sur une petite plateforme pétrolière entourée de mines aquatiques. C'est ça, mais ça tu vois, c'est toi qui me l'apprends, ça. Il n'y a pas de lore, en fait, il n'y a pas de background au monde de cet univers-là. Non, on ne sait pas c'est où, on ne sait pas c'est quand, on ne sait pas c'est comment. Ils sont là. Une espèce de cité portuaire steampunk, post-apocalyptique ou pas. Voilà, situé au milieu de l'océan avec des champs de mines autour. C'est mon Dieu. Moi, je trouve que c'est le meilleur film de savant fou qui existe. C'est un excellent film de savant fou. Et on n'en trouve pas beaucoup, en fait. Pas des bons ou des films qui sont à ce point notoirement des films de savant fou, de la même manière que Dracula est un film de vampire ou que La Momie est un film de momie. Oui. Dans le titre, souvent, ça aide. Fait que voilà, dans cet univers-là, t'as
il y a à un moment donné un grand génie de la génétique qui avait, mon Dieu, une compréhension au-delà des limites de l'imagination du génome humain et de la reproduction, qui a décidé, faute d'avoir une famille immédiate, de créer sa propre famille à l'aide de la science et de la génétique. Scientifique qui habite dans une espèce de château isolé au milieu de l'océan, sur une espèce de plateforme pétrolière, lui aussi, une espèce de laboratoire suspendu à quelque part dans le champ de mine, adjacent à la cité, puis là, qu'est-ce qui est la cité des enfants perdus? Est-ce que c'est la cité en tant que telle ou l'endroit où, en tout cas, le repère du savant fou? Bref, ce savant fou-là a décidé de se créer sa propre famille génétique, qui s'est faite une épouse, qui finalement était affligée de nanisme, qui est une toute petite comédienne que je trouve vraiment sur la coche dans ce film-là. Il s'est fait des enfants à son image, 6 clones de lui-même à son image, qui d'ailleurs tout joué par le gars qui est dans tous les films de Jean-Pierre Jeunet. Oui, Dominique Pinon, qui lui aussi une espèce de gueule caricaturale qui se peut pas. Là. Est-ce que film de gueule, man? C'est pas autre chose qu'un putain de film de gueule. Ça fait aucun. Oh, oui. Là, il est là 6 fois. Là, il joue 6 fois le même dude. Il joue 6 fils clonés du scientifique original. Là, entre en scène Daniel-Émile Forque dans le rôle de Crank. Crank, c'est un génie qui a été créé de A à Z par le scientifique pour avoir une relève, j'imagine, à son talent, à son intelligence. Son problème, c'est qu'il est dépourvu d'émotions, et on pourrait même dire qu'il est dépourvu d'âme humaine. Donc, le fait d'être incapable de rêver le fait vieillir à une vitesse accélérée. Il y a Daniel-Émile Forque qui joue ce rôle-là. Vous irez le voir sur Google, une putain de gueule de gargouille, man. Ça, c'est vrai. Bon casting de tronche. Tous ces angles de face sont angulaires. Tout est pointu. Il y a de l'air d'une cathédrale gothique. Oui. Puis il est éclairé de façon à avoir l'air plus angulaire et pointu. Il est cadré de façon à avoir l'air plus angulaire et pointu. C'est un spectacle, Daniel-Émile Forque, dans ce film-là. Et voilà, t'as mon personnage préféré, qui est Irvine, qui est le confident de ce savant fou-là qui a disparu dans des circonstances inexplicables. C'est une cervelle pleine de migraines qui a fait grandir dans un aquarium, une espèce d'aquarium steampunk, du liquide vert, puis deux trompettes acoustiques. La voix de... C'est qui déjà le comédien qui fait... Bel job, magnifique job de voice acting sur celle-là. Je veux dire, c'est un cerveau, c'est un putain de cerveau dans un aquarium. Puis il y a une espèce de notion de un gâteau d'anniversaire pour moi, comme c'est gentil. Il y a comme je sais pas comment, il y a comme un peu de HAL de 2001, l'Odyssée de l'espace, l'ordinateur avec le gros œil rouge, mais version steampunk. Et voilà, en tout cas, ce film-là fait juste me donner envie d'être une cervelle dans un aquarium à un moment donné. Voilà, à travers tout ça, il y a des enfants qui se font kidnapper parce que Crank est incapable de rêver. Il a besoin de voler les rêves des enfants. Puis là, en tout cas, il y a un deal avec une espèce de culte d'aveugles, culte de gens non-voyants, à qui il échange des yeux cybernétiques steampunk en échange d'enfants kidnappés. Là, le petit frère de Ron Perlman, qui joue genre le costaud de la foire, il joue l'homme fort d'une foire. Son petit frère se fait kidnapper. C'est jeune Ron Perlman, si telle chose est possible. Qui va à la recherche de son petit frère et tombe sur des enfants perdus, des rues qui vont l'aider qui vont l'aider à retrouver son petit frère. Il y a des phénomènes de foire. Des antagonistes, c'est une espèce de matrone, des orphelins. C'est deux, c'est ça, mais c'est deux, c'est des jumelles siamoises par le pied. Qui est un peu la matrone des orphelins, puis qui les fait commettre des crimes pour ramasser le butin par la suite. Il y a juste des gros personnages, juste des gros personnages.
l'esthétique, man, l'esthétique. C'est un gâteau. Ce film-là, c'est un gâteau weird. Ce Oui. film-là est la définition. Tu prends, dans le dictionnaire Oxford, tu mets le mot fucked up et tu mets ce film-là à côté, puis c'est que ça. Et fucked up, mais le bon fucked up, le fucked up Mhm. qui justifie des écoutes subséquentes Ouais. et un degré de compréhension supplémentaire à toutes les fois. Et moi, ça, c'est les films qui me font le plus triper, là, ceux que tu peux réécouter à l'infini et il va y avoir une autre compréhension. Je l'ai réécouté hier, sachant qu'on allait faire ce podcast-là. Je me suis retapé hier, puis il y avait des trucs que je n'avais pas encore compris, puis c'est un de mes films préférés. En tout cas, si vous avez la chance, là, c'est un perfect score pour moi. La Cité des enfants perdus, là, c'est weird, le rythme mais à un moment donné, tu finis par laisser le film faire. Tu finis par laisser le film s'occuper de sa rythmique et prendre son air d'aller. Et c'est un film auquel c'est de ces films auxquels ça vaut la peine de lui faire confiance. Mm-hmm. Ouais. Faire confiance au film, là, je laissais aller le suspension of disbelief là, par peur d'être éventuellement déçu parce qu'on sait où ça s'en va. Vous n'avez pas prévu où est-ce que ce film s'en va. Non. Puis il n'y a rien dans ce film-là qui peut nous rattacher d'une quelconque façon à notre réalité. Non. Rien du tout. Ni à quelque chose que vous avez déjà vu préalablement. Non, vraiment. La seule affaire commune, c'est voyons, le personnage qui est ultra angulaire, là, j'ai plus son nom dans Daniel Milford. Daniel Milford, qui se déguise en Père Noël. C'est notre seul lien possible, tangible avec une réalité. Avec notre monde, il y a des Pères Noël dans cet univers-là. Parce que Crank a besoin de resimuler le rêve de base en tout cas, il doit simuler le même rêve aux enfants pour pouvoir leur voler leurs émotions pendant qu'ils rêvent. Là, j'en suis là à ma compréhension. Là. Puis ce rêve-là, c'est un rêve de Noël où le Père Noël descend de la cheminée avec des joujoux steampunk qui spinent, des petits hélicoptères. Puis, c'est la première scène du film, ça devient complètement bad trippant, évidemment. Ça devient bad trippant, man. Il donnerait des cauchemars au Père Fouettard. Là. Ce personnage de Crank-là, ce Père Noël-là, est épouvantable. Et la première scène du rêve de Père Noël qui devient éventuellement un cauchemar de Père Noël. Écoute, c'est fou, je suis encore mal à l'aise quand je l'écoute aujourd'hui. Ils ont recréé, à mon avis, là, ce qui se passe dans ta tête quand tu fais un cauchemar. L'espèce de... et c'est littéralement la première scène du film. Ils n'ont pas eu besoin d'éclairer ça comme si c'était un film d'horreur. C'est éclairé avec un habillage qui fait très Noël. Chaud, c'est beau. Chaleureux de Noël. Ça vient contribuer au côté inquiétant de cette affaire-là. Quelqu'un a fait des champignons magiques là-dedans et a su transférer cette affaire-là. En tout cas, je me le tapais hier, la première scène, j'étais comme oui, j'ai déjà été dans cette situation-là. Quelqu'un a fait des shrooms quelque part là. C'est vraiment ça. Puis le steampunk, c'est un esthétique très précis. On a parlé plutôt au temps du Moyen-Âge, on a parlé de la France des années 1830. Qu'est-ce que t'aimes du steampunk? On n'en voit pas beaucoup. Ouais. Il est rarement... c'est fou, hein, j'ai l'impression qu'on en voit partout, mais jamais en même temps. Il y a rarement des films steampunk, je trouve. Ouais. Et steampunk, d'ailleurs, by the way, la définition de cette affaire-là, c'est comment dire, le futur tel qu'imaginé à l'époque victorienne, à l'époque des chapeaux de forme et des calèches. Ouais, donc, c'est beaucoup Victor Hugo. Pas Victor Hugo, Jules Verne, excusez. Jules Verne, un futur où genre les gens portent encore des chapeaux melons, tout est basé sur l'aviation, la technologie à vapeur, le charbon, voilà, avec de la machinerie anachronique pour l'époque. Et ça, tu vois, non seulement c'est un des rares films steampunk que j'ai vu dans ma vie, je trouve que c'est un des mieux faits. Ouais. C'est pas...
Parce que, à mon avis, puis là, même affaire que pour Vidocq, le côté steampunk est en trame de fond. Et ce n'est pas quelque chose sur lequel qui est nécessairement mis de l'avant. Comme regardez, on a des gadgets. Non, c'est comme ah ouais, c'est vrai, les gens ont des gadgets bizarres. Hein, mais c'est pas vraiment plus expliqué que ça. C'est pas joué pour faire cool. C'est joué pour dépayser. Et ce film-là te dépayse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mettre dans quelque chose de quand même familier, parce que il y a quand même quelque chose de très français dans cette espèce de cité-là. Il y a quelque chose de très café parisien, bordel, un apéro, je sais pas comment le décrire. Oui, puis les enfants, tu les regardes, puis ça fait un peu les 400 coups, ça fait un peu... les enfants perdus, les enfants perdus, genre de Peter Pan, je veux dire. Là. Mais oui, il y a un petit quelque chose des 400 coups. Oui, il y a même... Bon, d'ailleurs, bons enfants, man. Bons enfants acteurs. Ils sont tight. C'est vraiment, vraiment, vraiment rare un film que je m'assois, je suis comme, hey man, les enfants, vous êtes en train de me vendre cette performance-là de A à Z. Je ne vous vois pas réciter des textes, je ne vois pas le reflet du réalisateur dans vos yeux qui est en train de vous montrer comment jouer. Vous êtes en train de me livrer une performance d'adulte à laquelle je crois. Oui. C'est rare d'avoir des enfants qui n'ont pas un... Ben, ils ont un visage d'enfant, mais ils ont un visage d'enfant caricatural eux aussi. Oui, les enfants sont à tronche. Oui, c'est des enfants qui ont des gros mentons ou qui ont des grands yeux. Des gros yeux, tout le monde dans ce film-là a une de ces putains de tronches. Et même chose que pour Vidocq, en fait, j'ai l'impression qu'on s'est mis de l'avant par la façon dont tout le monde est cadré. Là. Tout le monde est cadré proche, souvent, là, avec des angles contre-plongés, ou justement, la physionomie de tout le monde la physionomie grotesque de tout le monde est sans cesse accentuée par une direction photo grotesque. Et je trouve ça génial. Il y a un cadrage grotesque. C'est un crise de beau film. Oui, non, ça vaut la peine d'être vu. Puis il est disponible en ligne, très facile à trouver. Ton troisième. Ouais, comment tu le trouves? Moi, je l'avais en DVD. Y a-tu moyen de. Je l'ai trouvé sur iTunes. Sur iTunes. Puis en location à 5 $. Vous n'avez pas d'excuses, man. Allez écouter ça, les amis. C'est top notch. Ton troisième film, restons dans des univers radicaux. Batman Returns 1992 de Tim Burton qui met en vedette Michael Keaton, Michelle Pfeiffer, Danny DeVito, Christopher Walken et Michael Goff. La suite du Batman de 1989 avec Jack Nicholson en Mais pas vraiment. Mais pas vraiment une suite non plus. Mais pas vraiment. Non, parce que là, on est dans le Gotham que Tim Burton avait envie de faire. Mon Dieu, comment. En tout cas, hey man, il y a tellement d'affaires à dire sur ce film-là. Le Gotham que Tim Burton avait envie de faire, ça, c'est une crise de bonne façon de le coiner. C'est le film le plus expressionniste allemand des années 90 que j'ai vu de toute ma putain de vie. C'est du. Mon Dieu. En tout cas, pastiche ou hommage, ça n'a pas d'importance à mes yeux, là, mais c'est le cabinet du docteur Caligari, c'est les films de Murnau, c'est les gros angles expressionnistes allemands, les buildings croches qui font partie, en fait, de beaucoup de l'esthétique de ce qu'on associe à Tim Burton aujourd'hui. Je vous l'apprends, les amis à la maison, c'est de l'esthétique expressionniste allemande la plupart du temps, ce que vous coinerez comme étant le look Tim Burton. Et là, il se déchaîne là-dedans dans un film qui n'est pas en stop motion, dans un film qui n'est pas, où il n'y a pas l'excuse d'être stylisé parce que c'est un film d'animation. Là, on est en live action dans une stylistique expressionniste allemande. En tout cas, déjà, juste les décors, l'ambiance. Ça m'a marqué. Ce film-là me faisait peur quand j'étais petit et c'est la raison pour laquelle j'ai une fascination malsaine pour Batman Returns, mais ma première écoute de cette affaire-là, premièrement, c'est un des films les plus longs que j'avais écouté quand j'étais kid. J'étais habitué à des Disney. Là. Je pense que c'est la première fois que je me tapais un 2 heures en 1992. Là. Et 2 heures, mon Dieu,
psychologiquement intense, Oui. d'explosion, de violence, de combat, de violence psychologique de ce film-là. Beaucoup de sensualité, jamais gratuite, mais de la sensualité qui est à peine dans le non-dit. Oui, tout est mon Dieu, des undertones féministes Oui, sinistres à leur manière. En tout cas, on y viendra, mais la femme chat, là, la femme chat de Michelle Pfeiffer, mon Dieu, bordel de merde, euh, qui essentiellement, en tout cas, se fait tuer par tout le monde. C'est ça oui, le point qu'on fait dans ce film-là, c'est que les hommes sont constamment en train d'essayer de tuer la femme chat. oui, oui. Le pingouin tue la femme chat, Batman tue la femme chat, Max Schreck, son boss, Son boss, qui tue la s'appelle femme Max chat. Schreck, qui était un Le réalisateur nom de l'acteur qui jouait Nosferatu. Wow, t'es Nosferatu dans dans tout. le film de Murnau. Oui, oui. Et bon, ça vient de mes années à l'université, mais le bureau de Max Schreck, les murs sont capitonnés comme un cercueil. Bon, voilà, tout est là. Ou un asile psychiatrique, Un asile, oui. dépendamment de ce que regarde. Écoute, il y a juste ça, là, c'est infinie réécoutabilité pour ce film-là. Mhm. Voilà, mon Dieu, première écoute, j'ai été terrorisé par ce film-là. Je l'ai réécouté une dizaine d'années plus tard et c'est ce que je disais au début à propos genre, des émotions que certaines scènes me font vivre. Ce film-là, j'avais déjà coiné des scènes à ma Mhm. première écoute que j'étais. Spoiler alert, la mort du pingouin. Quand j'étais kid, je suis tombé en bas de ma chaise. Ouais. On te fait vivre le pingouin. Attends, juste déjà tout le traitement du pingouin. Parlons du fucking pingouin dans Batman Première Returns. chose, le pingouin est un homme de 33 ans. Oui. Ce qui OK. est déjà étrange de voir un homme de 33 ans qui ressemble à ça. Oui, il est monstrueux. C'est un monstre, by the way. Là, Oui, c'est oui. un fucking monstre, le pingouin, dans ce film-là. Et là, déjà là, deuxième clash d'ailleurs, que ce soit un monstre. Le pingouin, jusqu'à maintenant, il nous avait été présenté comme une espèce de, en tout cas, parrain haute, Ouais, un peu sleazy. high class, monocle, chapeau de forme, flûte de champagne. Mais rien au-delà de ça. Là, le pingouin s'appelle le pingouin parce qu'il porte des costumes de pingouin. Là, Tim nous a viré ça de bord et en a fait un freak de carnaval. Il en a fait un monstre de cabinet des curiosités, moitié homme, moitié pingouin. Déjà là, sa job, c'est d'être un monstre. En plus d'être physiquement, difforme et monstrueux, de constamment, genre, le pingouin est dans toutes ces scènes de dialogue sans arrêt en train de postionner de la bile verte pour aucune raison. Il est toujours en train de vomir du verre. Son objectif dans Batman Returns, l'objectif du pingouin, c'est eh bien, ça, on l'apprend en tout cas, à long terme dans le film, là, aux trois quarts, de kidnapper tous les enfants de Gotham pour les noyer dans les égouts parce que lui-même a été abandonné enfant parce qu'il était difforme, parce qu'il était un monstre. Ouais. Wow! Quelle vengeance gratuite. C'est pas contre les enfants que t'en as, c'est contre ton père. Et contre toi-même qui n'a jamais vieilli. C'est ça le pingouin, je trouve que c'est un monstre fascinant dans Batman Returns. Il ne veut qu'avoir des jouets. Il est prisonnier, il est prisonnier dans l'enfance. Ouais. Il n'a jamais vraiment vieilli parce qu'on l'a abandonné quand c'était un enfant. Fait qu'il est devenu il porte encore genre des espèces. Le pingouin porte encore des espèces de grenouillères de bébé avec des espèces de bavettes. Il est pogné dans son repère, c'est un ancien. Arctic World, là, c'est un ancien pavillon des animaux arctiques. Il ride un canard en plastique avec des roues. Il y a une grosse atmosphère de jouets, de mobiles pour enfants. Oui, son parapluie, c'est un mobile pour enfants. Avec des petites figurines en caoutchouc qui spinent, de gros animaux cartoonesques. Il est sans arrêt enveloppé de esthétique canne de bonbons. Le motif canne de bonbons revient continuellement dans Batman Returns. C'est méchant, c'est henchmen, c'est acolytes. C'est un cirque. Ouais. C'est des clowns et on aurait été porté à associer ça au Joker. Non, ça fit mieux que jamais dans l'univers de ce pingouin-là, qui était justement un monstre, phénomène de foire,
dont la famille élargie, c'est cette espèce de cirque-là, en tout cas complètement Tim Burton, encore une fois, là, la direction artistique là-dessus, là, c'est les clowns les plus... Les clowns cannes de bonbons les plus bab-tripants que vous verrez de votre putain de vie. Et voilà, le pingouin est constamment entouré d'une atmosphère de jouets ou de coffres à jouets sinistres, de chambres d'enfants sinistres, dilapidés, rouillés. Et ça, c'est l'état de sa psychologie. Là. C'est ça le point qu'on fait sur ce personnage-là. Bref, excellent antagoniste. C'est un film où Batman est secondaire. Oui. Génial. Batman, à toute fin pratique, je ne veux pas dire qu'il ne sert à rien dans le film, mais je trouve que c'est un personnage secondaire et c'est correct. On ne voit pas beaucoup de Batman. Plus de Bruce Wayne. C'est souvent Michael Keaton en Bruce Wayne qui a des moments de pathos de Bruce Wayne, là, où il regarde par la fenêtre et il est comme tabarnak, je suis fucked up. Cette ville devient de pire en pire. En tout cas, au début, c'est le cirque qui attaque Gotham là, avec des de motocyclistes avec des grosses têtes des grosses têtes de mort de Mardi Gras en papier mâché, des clowns avec des mitraillettes, des diables cracheurs de feu. Et là, voilà, arrive la femme chat, qui selon moi est Selina Kyle, jouée par Michelle Pfeiffer, qui est complètement personnel, salement magnifique dans ce film-là. Et je suis encore hanté par les yeux de Michelle Pfeiffer dans Batman Returns. On dirait toujours qu'elle vient de pleurer. Oui, elle est cinglée dans ce film-là. Son regard est devenue... Oui, mais cinglé froid, cinglé statique, cinglé, j'ai évacué toutes les émotions que j'avais à évacuer et maintenant je suis unidirectionnel dans ma quête d'être la femme chat, peu importe ce que ça veut dire. Peu importe ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle s'est réappropriée sa vie et sa féminité dans un monde où elle a été tuée par son patron. Spoiler alert, là, Christopher Walken dans ce film-là, man. Oh my God. Christopher Walken et dans ce film-là est le méchant qu'on oublie. Oui, et pourtant, je pense même que c'est peut-être même le méchant principal du film. C'est bizarre. C'est un film où Batman est un personnage pseudo-secondaire et où finalement, c'est le méchant que tu penses, c'est le méchant B qui est le méchant principal de cette affaire-là. C'est bien bizarre la façon dont c'est fait. Christopher Walken là-dedans qui joue un tycoon, il joue un investisseur avec des gros cheveux de Beethoven. Là. Il fait très Dracula de Bram Stoker, le film de Coppola. Avec Gary Oldman, oui. Il y a quelque chose de en tout cas, c'est un puis méchant qui n'existe pas dans Batman, d'ailleurs. Max Schreck. On n'a jamais revu à ma connaissance. Et non, pourquoi? Parce que c'est un méchant de Tim Burton. Et c'est ça que je trouve qui le rend intéressant. Je suis comme, pourquoi vous clashez comme ça? Mais en fait, clasher sans clasher. C'est Tim Burton qui a inventé un méchant dans Batman. Et voilà, c'est un méchant dans Batman dont la thématique de méchant, c'est d'être un méchant de Tim Burton. Je ne sais pas si, en tout cas, je l'expliquerai comme ça. Et voilà, Catwoman, Selina Kyle, mon Dieu, qui est victime de tous les hommes autour d'elle depuis le début du film, constamment. C'est pas son boss qui la pitch en bas du 30e, c'est le clown, un des clowns du pingouin qui essaye de l'assaillir avec un taser. Le pingouin lui-même qui à un moment donné, en tout cas, va lui faire des avances sexuelles, va se les faire refuser. Oui, mais tu sais comment... Mais tu te souviens ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit à ce moment-là? Je vous toucherai pas même pour vous griffer, c'est ça? En anglais, lui, il se frotte les 3 doigts de main qu'il a. En vomissant sa bille verte, The pussy I've been looking for. Et elle répond, It's so chilly in here. Cette phrase-là, je la trouve formidable. Puis la femme chat ne se donne jamais, ne s'abandonne jamais corporellement à un autre homme. Jamais.
Jamais, jamais. À la limite, elle utilise, mon Dieu, elle utilise sa sexualité à son avantage brièvement avec le pingouin, mais justement, la seconde où lui arrive genre, avec des coupes de champagne, puis ils sont comme « Hey, by the way, content que ça te dérange pas que je vomisse constamment de la bile verte. Je nous ai amené des coupes de champagne. » Comme « Ah non, désolé, t'es un gros homme pingouin qui vomit de la bile verte. » Là. Genre, notre job, c'était de se débarrasser de Batman. En tout cas, là, lui, il le prend personnel, il devient super incel, il a tué tout le monde. C'est ça. Il y a un countdown de toutes les vies de la femme chat au fur et à mesure que le film avance. On peut voir comme étant un countdown de toutes les fois où le monde des hommes a échoué à tuer Selina Kyle, a échoué à tuer la femme chat. Ouais. Fantastique. Et là, genre, avec des scènes supra-mémorables, genre la scène du party où Batman et la femme chat se rencontrent dans un bal masqué où ils sont les deux seuls à ne pas porter de putain de masque. Regarde. Et cette scène-là me réchauffe le cœur à toutes les fois parce que c'est la seule fois dans le film où tu entrevois la possibilité qu'il se passe quelque chose entre ces deux-là, qui laissent tomber leur vie et décident d'abandonner leur trauma mutuel et se concentrent sur être heureux puis être bien l'un pour l'autre. Et finalement, c'est quoi la réalisation qu'ils ont par rapport à ça? C'est « Ah non, on est tellement fuckés tous les deux, nous allons nous entre-détruire. » Fin. Ouais. Et tout ça est synthétisé dans un plan à la toute fin. Le dernier plan du film avec juste la tête de Selina Kyle qui regarde le logo de Batman au loin, puis tu sais qu'ils ne pourront jamais se rejoindre dans cette ville où il neige et c'est Noël. Parce que c'est un film de Noël. Parce que c'est un film de Noël, soit dit en passant. Autant un de mes films préférés, autant c'est un de mes films de Noël préférés. Il est... encore une fois, de la même manière que les autres films qu'on a. Noël est en trame de fond. C'est pas agressivement un film de Noël dans ta face. C'est un film qui te rappelle constamment « Ah oui, by the way, à travers toutes ces horreurs, c'est Noël. » Oui. Avec Alfred qui fait un sapin, avec des parades à l'extérieur, avec des petites décorations ici. L'illumination du sapin de Noël avec la princesse des glaces. Tout le monde essaie d'avoir une petite vie normale à Gotham. Puis là, c'est le Noël où la ville est assaillie par un gang de clowns meurtriers. Je suis amoureux de Batman Returns. Et je te comprends. Et la femme chat, man. La femme chat est ni plus ni moins, je me répète, là, c'est le personnage principal de ce film. Et c'est juste criminel que ça s'appelle Batman Returns. Ouais. Ça aurait dû s'appeler Catwoman. Et malheureusement, Pitof qui a fait... tu sais à quel point tout est dans tout. Puis là, c'est là qu'arrive le gars de Vidoc, toi qui fais comme « Hey, moi, je pourrais faire Catwoman. » Puis là, raté tout le monde a fait « Non, tu ne peux pas. » Arrête ça, Pitof. Il est tourné en France. Même là, Charles Beauchesne est le seul à aimer ça. Qu'est-ce que tu fais? Ben écoute, on va faire une petite pause là-dessus. Au retour, on va rester quand même dans l'esprit de Noël, mais avec un film que tu détestes, un film que tu trouves indigeste, qui est How the Grinch Stole Christmas. Et on s'en va dans une galaxie fort, fort lointaine, mais il n'y a pas si longtemps avec Star Wars et ses épisodes 7, 8 et 9. À tout de suite. On jase de films grandis. On est maintenant disponible sur Patreon au www.patreon.com/on jase de films. Vous y retrouverez des épisodes en avance, le podcast L'Armoire à cassette où je m'entretiens avec ma sœur Geneviève des films qui ont marqué notre enfance, du Roi Lion au Dîner de con en passant par Batman. Et il y aura aussi des discussions sur le cinéma avec des amis. Parlant de Patreon, j'aimerais remercier les membres suivants, Jeanne Saint-Cyr, Daria Desjardins et Éric Biron. Pour vous abonner, patreon.com/on jase de films. En terminant, si vous avez 2 minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner et commenter sur YouTube et m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour en jase de films avec mon invité
Charles Beauchesne, avec qui, en première partie, on a jasé des films Vidoc, La Cité des Enfants Perdus et Batman Returns. Et maintenant, restons dans l'esprit de Noël. Enfin, à chaque fois qu'on se parle sur le podcast, c'est pour parler de Noël, ma foi. C'est ma fête préférée, hein? Ben oui, ben c'est très bien. Avec ton film détesté, How the Grinch Stole Christmas, c'est un film qui est sorti en 2000, basé sur la courte histoire du Dr. Seuss, réalisé par Ron Howard, qui m'en vedette Jim Carrey, Taylor Momsen, Jeffrey Tambor et Christine Baranski. C'est quoi, grosso modo, l'histoire de How the Grinch Stole Christmas? Encore là, dans un univers très drastique, très radical. Hey man, en tout cas, je suis en train d'établir des ponts dans ma tête sur les affaires que j'aime. Mais tes 5 films, on va finir avec les derniers Star Wars. Encore là, des univers très campés. Ouais, faut croire que j'aime ça. Mon Dieu, OK, le Grinch, ça se passe dans un flocon de neige à manifestement l'échelle microscopique où existe, à même les méandres microscopiques d'un flocon de neige, un village habité par les Who, les choux en français, qui sont des espèces de créatures souricesques, franchement bad tripantes, si vous voulez mon avis, nous y reviendrons, qui, en tout cas, dans l'existence semble être basée là, sur la consommation, puis la célébration excessive de Noël dans tout ce que ça a pu taper à l'œil. Ouais. Puis voilà, je suis sur une montagne à proximité du village. J'habite le Grincheux, qui, lui, n'aime pas Noël et va comme une espèce de Who, mais version, en tout cas, verte qui a vraiment l'air de sentir les aisselles et qui va décider de voler, se déguiser en Père Noël et voler Noël aux choux, selon le conte ancestral du Dr. Seuss. Ils ont d'ailleurs repris récemment avec Benedict Cumberbatch dans une version animée que celle-ci j'aime. OK, que j'ai pas encore vue. Celle de Benedict Cumberbatch m'a bien fait rire. J'ai trouvé l'humour adapté. Mais pas comme si, genre, là, c'est la version de Jim Carrey. Là, c'est Jim Carrey qui joue le Grinch. Et c'est pas comme s'il n'y avait pas de tentative d'humour dans ce film-là. Il y a constamment tentative d'humour. Et des fois, ça marche. Des fois, je me suis esclaffé en écoutant ce film-là. C'est juste que je trouve que c'est un film tellement laid. Okay. Je trouve ce film répugnant. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Toutes les shots, puis c'est drôle, pour des motifs que j'aime dans les autres films que j'ai énumérés jusqu'à maintenant. Beaucoup de plans genre en close-up des personnages avec des prothèses faciales pour avoir l'air des rongeurs. Beaucoup de je ne sais pas, il y a quelque chose de shroomy. Tout le monde porte justement des prothèses faciales de rongeurs filmées très proche. Tout le monde est toujours en train de crier à la caméra. Tout le monde est toujours en train de représenter tous les aspects toxiques du capitalisme. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Les choux, là, c'est tout ce qu'il y a de pire de la société de consommation. C'est des assholes tape à l'œil, qui veulent qu'on regarde les vêtements qu'ils portent, qui veulent avoir la maison la plus décorée pour Noël, que le message, finalement... En tout cas, le message de Noël a disparu chez eux. On pourrait porter à croire ça. Je ne sais pas, je trouve que c'est un film qui me surligne même constamment d'une façon excessivement laide quelque chose qui devrait être rassurant. Ouais, je comprends. Et contrairement à, genre, aux autres films que j'ai énumérés jusqu'à maintenant, qui je trouve souligne d'une façon laide quelque chose qui est censé être laid. En tout cas, là, c'est moi qui essaie de le coiner. Il y a une atmosphère dans le Grinch qui me rappelle constamment toutes les fois où j'ai été malade à Noël. Je peux pas l'expliquer d'une autre manière. C'est Shroomy, il y a quelque chose de, mais pas le bon Shroomy, là, pas le Shroomy de oh yes, Shroomy de oh non, c'est tout le long du film. Belle gestion.
Oui, oui, juste l'indigestion, exactement. Pas les hallucinations, le fun, juste la grosse indigestion de début de trip de champignons magiques. Ok. C'est ça que ça m'évoque, le Grinch. Point positif. Il y a des points positifs parce que Oui, les bien gens ont sûr. adoré ce film-là et je peux comprendre que Mhm. ce soit c'est le film préféré c'est le film préféré de ma copine. C'est OK. son film de Noël préféré. Je peux comprendre pourquoi. Mhm. Je- OK, point positif. Point positif, Jim Carrey fait crissement la job dans son gros style de maquillage de Grinch. On y croit, Euh, de bout en bout. c'est une de ces instances où son jeu corporel est à ce point grotesque pour être juste gérable dans un personnage à la physionomie grotesque. Oui. Je ne sais pas vraiment comment le décrire autrement, là. Ça, là, c'est l'équilibre. L'équilibre est parfait. Oui. Jim Carrey est C'est... complètement. Ouais, puis c'est une époque où il était un peu méthode acteur. Fait qu'il Oui. jouait constamment le Grinch quand il était dans son saut de verre. Ouais, dans sa phase Man in the Moon, là, Oui, où oui, oui. Ouais, ouais, c'est il ça. était Mais fallait qu'il le asshole Jim soit. Carrey, Ah, là, qui décroche ça devait être jamais. Là. dégueulasse. Ça devait être insupportable parce Pour que tout le monde. mon Dieu, que je sais comment il devait être. Si il était un temps soit peu le Grinch constamment. Et une autre affaire dégueulasse, c'est que la première fois qu'il a enfilé ce costume-là, il a fait une attaque de panique parce que ça prenait à peu près 6 ou 7 heures à mettre le maquillage, le suit au complet. Puis il a contacté un ancien prisonnier de guerre, puis il a demandé comment tu as fait pour passer au travers. Le gars a dit chante des chansons à tue-tête, des chansons que tu aimes, des chansons qui te rassurent, et fume beaucoup, tout le temps, des cigarettes. Donc, la salle de maquillage du Grinch, c'est Jim Carrey en habit de Grinch qui a un long fume-cigarette pour pas qu'il y ait des cendres qui tombent sur le suit, qui fume en chantant My Way de Frank Sinatra pendant 8 heures. Et ça, je trouve que juste cette image est meilleure que tout le film. Il a dû venir à bout de son maquilleur ou de sa maquilleuse. C'est ça qui Ouais, s'est ouais. passé. À ce stade-ci, là, on est de retour, là, c'est ça. On est de retour là, dans ce style. Là. Me semblait aussi qu'il y avait quelque chose qui m'énervait et que je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Mais... On est de retour dans Asshole Jim Carrey de Man on the Moon qui décroche jamais et qui fait un cauchemar pour tout le monde autour de lui dans la production. Et son suit pue la cigarette. Ah, mais son dessous, t'as l'air de sentir swing cigarette. Genre, aussi bien dosé que sa performance et le côté grotesque du costume, là, égalité swing cigarette. Le Grinch a l'air de sentir ça. Ah, c'est ça, mais voilà, c'est bon vieux Jim Carrey que personne n'ose dire sur le plateau, là, puis tout le monde est comme « Ah, that's our Jim ». C'est comme Danny DeVito là, dans le making-of de Man on the Moon, qui est comme « Ah, on s'y croirait, on dirait vraiment que c'est... » On dirait que Paul Giamatti, à un moment donné, qui est comme « C'est bel et bien comme si Andy Kaufman était des nôtres, mais ils n'ont pas l'air bien. Là. Il faut que ça arrête. On est en train de porter sur nos épaules la détresse psychologique de beaucoup de personnes sur le plateau. » Ouais, c'est ça. Mais c'était post cette phase-là. Puis après ça, mais c'est cool parce qu'après ça, il est devenu woke Jim Carrey. Il est devenu Jim Carrey qui n'en a plus rien à foutre de quoi que ce soit et qui fait les affaires pour le plaisir et pour donner du plaisir aux gens autour de lui. C'est juste avant là, c'est juste avant ça, là, à l'époque où il fallait qu'il soit comme il est comme arrête Jim, il faut mettre un terme à tout ceci. Voilà, c'est ça. Long story short, j'haïs le Grinch parce que je trouve que le film est teinté de cette atmosphère-là. Je sens que c'est ce Jim Carrey-là qui est en train de jouer le Grinch. Même raison que je sens que c'est ce Jim Carrey-là qui est en train de jouer Andy Kaufman dans Man on the Moon, puis je suis comme arrête. Ouais. Joue Jim. Belle observation. Belle observation. Je comprends tout à fait. On va passer à ton... c'est pas ton dernier film, c'est en fait c'est une troisième trilogie pour la franchise Star Wars. C'est mon plaisir coupable. Comment? C'est mon plaisir coupable. Oui, c'est ça. Star Wars épisode 7 de Force Awakens en 2015, Star Wars épisode 8 de Last Jedi en 2016 et Star Wars... non, c'était en
2018, ouais, c'était 2017. Et Star Wars épisode 9, Rise of the Skywalker en 2019. Ça met en vedette Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega et le retour de Carrie Fisher, Mark Hamill, Harrison Ford et l'arrivée aussi dans la franchise de Oscar Isaac et Lupita Nyong'o. C'est très vaste, les Star Wars. C'est quoi ton rapport à cette franchise-là? Oh boy. Mon rapport à cette franchise-là, là, c'est... moi, j'adore Star Wars depuis que je suis un enfant, depuis que je dessine dans la cour de récréation avec un de mes amis, Fred, je le salue d'ailleurs, qui était au primaire, on était deux super fans de Star Wars, on dessinait des bonhommes de Star Wars dans la cour de récréation. On connaît cet univers-là à l'endroit puis à l'envers. Et c'est justement, dans ma vie, moi, souvent, j'ai trouvé que l'univers de Star Wars était très claustrophobe. C'est-à-dire qu'on se concentre sur la légende qui est racontée, mais on montre pas beaucoup de l'univers ou de la fonctionnalité de l'univers. On fait pas beaucoup de tourisme de Star Wars. Au même titre, c'est drôle en fait qu'on en revienne à ça parce que j'avais donné ça comme des points positifs à Batman Returns puis à la Cité des Enfants Perdus. Dans Star Wars, le sci-fi fantastique est sous-jacent à l'histoire de base. Et voilà, après plusieurs années comme ça, de la manière, ils nous ont donné les prequels qui ont élargi cet univers-là davantage. Mais moi, en tout cas, j'ai toujours trouvé qu'on ne faisait pas beaucoup de tourisme de Star Wars dans Star Wars. Et le fait, après toutes ces années-là, qu'on m'offre une suite à Return of the Jedi, ça, c'est fantastique. Ça. Une suite qui d'ailleurs, mon Star Wars préféré, Return of the Jedi, je trouve que le climax est parfaitement exécuté. C'est celui de l'ancienne trilogie que les gens ont le plus détesté. Oui, c'est avec les Ewoks, celle-là. Hey, tu sais quoi? Fitting. Oui, les gens n'ont pas aimé que les Ewoks vainquent l'Empire. Je trouve ça génial que ce soit les Ewoks qui vainquent l'Empire. Tout ce temps-là, le message colonial là, que ça envoie, c'est que tout ce temps-là, l'empereur était Palpatine était trop arrogant, il s'est fait avoir par Darth Vader. L'Empire autour de lui était trop arrogant. Ils ont été vaincus par des nounours primitifs avec des arcs puis des flèches. Meilleur. C'est un climax jouissif pour Star Wars. Et souvent, moi, j'adore, en tout cas. Comme quoi, c'est le cœur, c'est pas la technologie. L'important, c'est le cœur que tu mets à quelque chose. C'est Vader, dans Star Wars, c'est un méchant parce qu'il est devenu une machine. Il est devenu technologie. Et c'est ça, souvent, le combat qu'on met en lumière dans Star Wars, c'est le cœur, l'humanité contre la machine, dans un monde où la machine est prédominante. Ce qui nous ramène au nazisme, ce qui nous ramène, dont on parlait à toutes ces affaires-là. Donc, arrivent les prequels que by the way, sont les Star Wars que j'ai détestés et on n'en parle pas suffisamment souvent. J'ai l'impression que tout le monde a stické sur les 7, 8, 9 comme étant les mauvais Star Wars et ont oublié à quel point épisode 1, 2, 3 n'ont aucun charme en vieillissant. C'est très, très... Je les ai réécoutés à Noël. Là. Je suis comme, hey, tabarnak, tout le monde est fait en bois, man. Aucune direction d'acteur. Tout le monde, puis des bons acteurs, là, Ewan McGregor, Natalie Portman est là. Jackson, Natalie Portman, qui sont toutes là à pas savoir quoi faire, là, puis qui envoient des lignes de dialogue qui se peut pas dans le vide en marchant dans des hangars de vaisseaux. Essentiellement, c'est ça qui se passe dans les prequels. Les gens ont oublié à quel point ça vieillit avec absolument aucun charme. Bref, arrive là, c'est ça, une trilogie qui se passe dans l'univers après mon Star Wars préféré et qui t'étend cet univers-là, au-delà de la chute du méchant principal. Je trouve ça... Star Wars, la nouvelle trilogie, les trois premiers, c'est de la Deuxième Guerre mondiale. La nouvelle trilogie se passe pendant la guerre froide. C'est Star Wars mode guerre froide. Oh, intéressant. On m'a renippé. À travers tout ça aussi, tous les aspects classiques de ce qui font que c'est un bon Star Wars sont présents et sont pimpés. Je veux dire, on pourrait checker là, genre, les éléments là, qu'on
qu'on identifierait comme Star Wars classiques, là, ils sont présents dans la nouvelle trilogie à divers moments. Souvent même, en fait, en rimant à leur équivalent de l'ancienne trilogie, dans le sens que je pense que Force Awakens est un pastiche du premier Star Wars s'ils avaient eu le budget à l'époque. Et je les comprends d'avoir fait ça parce qu'il fallait unir deux fanbases de Star Wars à ce moment-là, et même un troisième de ceux qui avaient ni consommé les prequels ni les originaux, les unir dans une seule vision cohésive de qu'est-ce que c'est qu'un Star Wars. Là, tu as Last Jedi qui entre là-dedans, qui est un Empire Strikes Back inversé. Oh! Tous les éléments de Empire Strikes Back, vous l'écouterez, là, les éléments qui sont au début sont à la fin. La bataille de la neige, qui ici, la bataille de la planète des cristaux, là, c'est la même bataille. C'est le Battle of Hoth, sauf à la fin. C'est les choix de Luke Skywalker, mais avec des décisions inverses relatives à ça. Mon Dieu... Hey, on te ramène vieux Luke Skywalker. Les gens ont détesté ça. Les gens ont haï vieux Luke Skywalker. Ils n'ont pas aimé le voir boire du lait à même les mamelles d'une espèce de yak des neiges de montagne. Une espèce d'éléphant de mer de l'univers de Star Wars. Moi, tu sais quoi? Ça, c'est pile le moment du film où j'ai fait « Ouais, ça, c'est Luke Skywalker. » Oui, bien sûr. C'est un homme de la forêt, c'est un gars trash, c'est un gars qui... Et au-delà de tout ça, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on nous montre Luke après l'époque où c'était un héros. Et je pense que les gens, et même Mark Hamill lui-même n'était pas d'accord de cette version de Luke Skywalker-là, de vieux Luke grumpy, qui a décidé de s'isoler sur la planète du premier temple Jedi pour que la religion meure avec lui. Et les gens n'ont pas aimé ça. Je pense que les gens voulaient que Luke soit Yoda. Et Luke est un anti-Yoda dans ce film-là, pile au moment où Yoda serait arrivé dans Empire Strikes Back. Il lui dit non, Rey, je ne t'enseignerai pas à être une Jedi. Premièrement, tout le monde s'attendait à ça. Déjà là, magnifique. Les gens ont complètement débuzzé au moment où Luke jette le sabre au laser de Anakin derrière son épaule en faisant fuck that shit, je ne vais pas enseigner à une autre putain de génération de Jedi. C'est 100% l'échec qui m'a amené jusqu'ici. Voir Luke, vieux Luke, fripé, en colère, ermite qui boit du lait vert à même les tits d'un animal, d'un éléphant de mer du monde de Star Wars. Là. Vieux Luke, gruffy. Là. Oui, c'est quoi? J'aime cette vision-là. J'aime c'est le contraire. Puis je viens de flasher sur quelque chose, mais Luke, Léa a accepté d'être de devenir chef de l'armée. C'est correct, c'est tout à son honneur, elle a le droit, c'était ça qu'elle voulait. Luke, c'est le gars qui a appris sur le tard que son père était le plus grand général nazi de tous les temps, puis qui fait « J'ai peut-être tué mon père, là, j'ai peut-être fait une révolution, j'ai pas envie de vivre là-dedans. » Puis qu'on me rappelle à toutes les 5 minutes, ton père était méchant. Hein? Darth Vader, oui, c'est toi le fils de Darth Vader? C'est ça, ouais. Non, je vais aller vivre sur ma petite île et vous allez me foutre la paix. Et c'est ça c'est une des thématiques que j'aime de cette trilogie-là, le rapport au passé. Le rapport au passé, autant le passé dans le monde de Star Wars, les personnages de la nouvelle génération de Star Wars qui ont des relations envers le passé du monde de Star Wars, et deux relations très, très différentes. Rey, embrace, comment est-ce qu'on traduirait ça, embrace, accueille, Rey accueille le passé, accueille les enseignements de Léa, accueille Han Solo, wow, tous ces gens sont incroyables, j'ai des choses à apprendre d'eux, et peut-être même mon chemin, ma destinée à ériger à partir des apprentissages de ces anciens héros-là. Et t'as Kylo Ren de l'autre côté du spectre, qui est notre pastiche de Darth Vader pour cette trilogie. Soit dit en passant, pas évident faire un méchant qui est Darth Vader sans être Darth Vader. Puis là, tu vas me dire qu'on aurait pu ne pas faire un méchant qui est Darth Vader, mais c'est dans les éléments de Star Wars. C'est ça. Mais c'est quelqu'un qui fétichise le passé sans le... Mais qui a une relation... Il a sa propre relation trouble avec le passé. Kylo Ren, il veut tuer le passé. Il veut
tuer ses parents pour ne plus être le fils de Han Solo et de Leia, et être sa propre affaire dans un monde où sa propre destinée est en main. Mais en même temps, qui, comme tu le dis, fétichise Darth Vader, son grand-père. Mais donc, juste les aspects du côté obscur, les aspects qu'il a choisis, les aspects qui résonnent avec sa philosophie de la Force. C'est qu'il n'est pas dans l'histoire, il est dans le récit de ce que son grand-père était. Dans la glorification de Vader, puis des Sith, puis des chevaliers de la Force, puis toutes ces affaires. J'aime. Et ça, c'est un point qui est constant dans cette nouvelle trilogie-là de Star Wars. Autant le rapport que les personnages ont avec le passé, mais le rapport que la franchise a avec son propre passé. Et au-delà de ça, que les fans de Star Wars de diverses générations ont par rapport aux autres générations de fans de Star Wars. C'est beaucoup de métatextuel, là. Écoute, moi, c'est mon area of expertise là, dans la vie. Là, la métatextualité de ces affaires-là, bien sûr, ça fait du sens. Et cette trilogie-là voulait réconcilier tous les fans de Star Wars, et j'ai l'impression que c'est ce qui a fait qu'elle a pogné aucun fan de Star Wars. Mais moi, j'ai l'impression que dans quelques années, là, quand on va les réécouter, c'est pas des bons films. By all means, c'est pas des bons films, mais ça n'a jamais été ça le deal de Star Wars. Ça a jamais été. Star Wars, c'est du divertissement de bonhomme. Tu t'en vas écouter un Star Wars pour ressentir le plaisir d'aller jouer au bonhomme avec tes enfants à l'âge adulte. Enrobé c'est ça, le plaisir est là. Enrobé, oui, de messages desquels on peut tirer des leçons morales et philosophiques. Ça fait, entre autres, c'est un des piliers de cette affaire-là. Mais je pense que l'erreur que les fans de Star Wars font, qui sont d'ailleurs les personnes détestent autant Star Wars que les fans de Star Wars, c'est ça le running gag dans la franchise, là. Je pense que les fans de Star Wars oublient constamment à quel point c'est pas nécessairement bon, Star Wars, et c'est correct. Même l'original, même la trilogie originale, c'est un fantasme de George Lucas qui voulait faire des Flash Gordon, des Buck Rogers, des temps modernes. Ça a pogné parce que c'est simple, parce que ça a une histoire très, très simple. Et voilà, c'est ça, Star Wars. C'est le bien et le mal, c'est la chevalerie, c'est le Moyen-Âge dans un univers de vaisseau spatial. C'est pas au-delà de ça. Et je pense que les gens voulaient quelque chose de supplémentaire qu'ils n'ont pas eu. Puis là, ils se sont fâchés là, pour toutes les raisons imaginables contre cette nouvelle trilogie-là. Là, j'entends des affaires comme Rey est une Mary Sue. Mary Sue, c'est un terme du... c'est très péjoratif. Fanfiction. C'est un terme dans les fanfictions quand tu décris un personnage qui a tous les pouvoirs, pour qui l'histoire n'a aucun enjeu parce qu'il a tous les pouvoirs. Avez-vous écouté la trilogie originale? Vous ne trouvez pas que Luke Skywalker est un peu un Mary Sue? Vous ne trouvez pas que Anakin Skywalker dans l'autre trilogie est un total Mary Sue? Il fait juste réussir constamment, Anakin. C'est le meilleur Jedi. Oui, puis ses failles, c'est qu'il n'aime pas le sable. Ah, faites-moi chier. Je suis content, je suis content que quelqu'un se souvienne que la trilogie des prequels n'est pas bonne. Arrêtez. Il y a un mouvement, là, c'est ça qui revient. Là, les gens détestent tellement, à mon avis, sans raison, la nouvelle trilogie de Star Wars, qui s'en sont faire comme non, je préfère écouter Attack of the Clones plutôt que quoi? Avez-vous écouté Attack of the Clones récemment, les amis? Aucun charme. Aucun charme. Tellement de putain de questions. Puis après ça, ils vont dire, le fanbase de Star Wars vont dire des espèces de phrases, là, cookie cutter, toutes faites comme la meilleure affaire à être arrivée à Star Wars, c'est le Mandalorien. Je suis désolé, c'est stupide, le Mandalorien, je peux le dire. C'est dommage, le Mandalorien. C'est 3 épisodes. À chaque épisode, dans tous les épisodes de la première saison, là, j'ai un questionnement qui me gosse et qui m'empêche d'écouter le reste de l'épisode, qui m'oblige à appuyer sur play
puis aller sur Wikipédia, le Wikipédia de Star Wars, avoir des réponses à mes questions parce que c'est pas clair, puis puis souvent pour réaliser que ça fait aucun crise de sens. Tu sais, par exemple, là, dans le Mandalorian, premier épisode, là, le Mandalorian... non, attends, excuse-moi. Juste la putain de prémisse du Mandalorian. Là, vous voulez me dire qu'on était rendu à faire une série. Il était censé avoir un film sur Boba Fett. Là, le film sur Solo a eu des mauvaises recettes. On a annulé le film sur Boba Fett pour faire une série à propos d'un gars qui est essentiellement pareil à Boba Fett, qui a le même métier que Boba Fett, dans une période d'activité où Boba Fett était actif et qui n'est pas Boba Fett. Et au-delà de tout ça, Boba Fett, qui, je vous le rappelle, est un clone de Jango Fett dans l'épisode 2, qui porte constamment son casque. Là, c'est ça, ils ont fait un... qui porte constamment son casque pour pas que les gens sachent que c'est un clone dans un monde où les Mandaloriens existent, c'est-à-dire des gars qui sont tous exactement pareils que Boba Fett, qui font tous le même métier et sont à toute fin pratique le même concept. Et il y a de l'ironie derrière ça. Boba Fett qui se cache derrière un masque parce que c'est un clone, mais qui existe 150 000 Boba Fett. C'est ça qui me fait chier du Mandalorien. Ils ont fait Boba Fett, là. C'était censé être le Man with No Name. C'était censé être Clint Eastwood dans The Good, The Bad and The Ugly, le meilleur chasseur de primes de la galaxie, qui s'est constitué au fur et à mesure son armure à partir de gadgets qu'il a trouvés. Et c'est ça qui en a fait le meilleur chasseur de primes de la galaxie. C'est le fait que c'est le plus gearé de tous les chasseurs de primes. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé à un moment donné dans le Expanded Universe, mais quelqu'un a dit « Ah ouais, OK, il faut que ce soit une race. » Il faut que Boba Fett, ce soit une race. Là, c'est comme s'il y avait la planète des Clint Eastwood dans The Good, The Bad and The Ugly, là, qui ont tout le code d'honneur des valeurs de Clint Eastwood dans Fistful of Dollars. Qu'est-ce que vous me faites avec ces putains de conneries? Et là arrive, c'est ça, le Mandalorien, là, alors que tout le monde est affamé de Boba Fett. Une série où on te donne exactement Boba Fett, mais c'est pas lui. Oui. Voilà. Revenons-en à Star Wars. Revenons-en au Star Wars que j'aime. Voilà, je trouve que la nouvelle trilogie, et là, c'est faute. Elle a tout à fait ses fautes et ce ne sont pas des films parfaits. Et ce sont. Surtout le dernier, surtout Rise of Skywalker. J'ai eu il est assez pénible. Il est pas. Je l'ai réécouté. Je l'ai réécouté pendant le temps des fêtes. Je suis allé le voir au cinéma. Check ça. Au cinéma, j'étais hors de moi. Au cinéma, j'étais comme OK, là, minute, là, qu'est-ce que vous me faites? Là, vous êtes en train de me dire que le plot de ce film-là, c'est que l'empereur Palpatine est de retour après 30 ans de ne plus avoir d'empire et que tout ce temps-là, son plan, c'était de créer le premier ordre, qui est une espèce d'empire de réserve secret pour aller conquérir la galaxie pendant qu'il y avait un troisième empire de réserve secret, de infinis vaisseaux qui peuvent tous détruire des planètes. Là, ça a été mes 10 premières minutes de Rise of Skywalker, de faire comme qu'est-ce que c'est que ce bordel de merde? Combien d'empires secrets Palpatine avait pour remédier au problème de son premier empire qui s'est écroulé? Qu'est-ce que vous me faites? Mais une fois qu'on fait abstraction de cette affaire-là, et j'ai fait la paix. J'ai fait la paix avec cette réalité-là. J'ai fait la paix avec Palpatine dans Rise of Skywalker. Palpatine n'est pas important dans ce film-là. Il est là, encore une fois, pour te remettre, puis que ce soit intentionnel ou pas, là, je trouve que Palpatine te remet en perspective avec le passé. Et autant le passé de la franchise que le passé du monde de Star Wars. Palpatine, dans Rise of Skywalker, l'empereur, c'est un monstre anachronique. C'est un vampire. C'est un résidu archéologique du passé qui a vécu au-delà de sa date de péremption. Et c'est pas lui le méchant, c'est pas lui le méchant principal de cette affaire-là. Lui, c'est le dragon final de cette affaire-là. Le méchant principal, c'est Kylo Ren, qui a d'ailleurs son arche de rédemption, selon moi, je veux dire, est du même calibre que celle de Darth Vader. Là. Finalement, Kylo Ren le demandait, c'est ça.
Kylo Ren, Vader ne voulait pas avoir de rédemption. Kylo Ren ne demandait qu'à avoir une arche de rédemption. En tout cas, là, je mélange les affaires, là, mais je trouve que Kylo Ren, c'est un anti-Darth Vader. C'est ça que je veux dire. Ouais. Il est constamment en train de faire des efforts pour s'éloigner du côté lumineux de la Force. Tandis que Vader, il est, de par sa nature, constamment dans le côté obscur de la Force et impossible et incapable de toucher à son ancienne nature de Anakin Skywalker, à sa nature lumineuse de la Force. Ouais. C'est ça que je te dis. Les Star Wars, l'ancienne et la nouvelle trilogie, se font des rappels inversés mutuellement et je trouve ça intéressant. Ouais. Mais ce que tu dis là, ça me fait penser à la dernière phrase dans The Social Network, où l'avocate de Mark Zuckerberg se retourne vers lui et elle dit « T'es pas un trou de cul, mais t'essayes fort de l'être. » Et Kylo Ren, c'est ça. Il essaye sans arrêt. Il est pas mauvais, mais il voudrait l'être. Twist intéressant, ça, sur un Darth Vader. Fait que quand j'en reviens à Rise of Skywalker, qui est vraiment celui... J'ai l'impression que tout le monde a écouté cette trilogie-là de la même manière. J'ai l'impression que tout le monde a fait « OK, Force Awakens, yes, des nouveaux Star Wars, ouh, ça va super bien. Ouais. » Force Awakens, legit un Christ de bon Star Wars. C'est fun. By the way. Là, les gens n'ont pas aimé Last Jedi, qui est mon préféré de cette trilogie-là, by the way. Mais c'est celui qui construit le plus sur l'univers. Je trouve que ça manquait dans l'univers de Star Wars jusqu'à maintenant. Puis mon Dieu, hey, ça joue sur nos attentes aussi. Snoke n'est pas important. Le suprême leader Snoke n'est pas important. Il était là pour te rappeler ce qu'était Palpatine pour Darth Vader, mais Kylo Ren s'en débarrasse finalement. Ouais. Il n'était pas. Ce n'est pas lui le méchant. Au même titre que Palpatine n'est pas le méchant de cette trilogie-là. C'est des échos du passé qui se manifestent dans cette nouvelle trilogie-là. Qui, selon moi, en tout cas, viennent juste amplifier cette espèce d'idée-là de thématique, de rapport avec le passé, présent, futur dans cette trilogie-là. Et là, c'est ça. Là, les gens n'ont pas aimé Last Jedi, mais j'ai l'impression que la plupart du monde se sont dit comme « OK, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas aimé ça, mais ça va tout se décider au dernier film de la trilogie. Ouais. » Et le dernier film de la trilogie est, voilà, ironiquement, celui qui est le plus difficile à aimer. Et c'est ce qui fait, c'est le bout où tout le monde a décroché sur cette trilogie-là. Mais, à mon humble avis, puis pour l'avoir réécouté là, back-à-back, les 3 épisodes pendant le temps des fêtes, là, quand on n'a pas les attentes de 2 ans entre chaque film, là, réécouter ces 3 films-là back-à-back, je trouve que c'est du good old Star Wars fun qui est ne serait-ce que du même calibre que la trilogie des prequels. Au moins. Vous ne voulez pas comparer ça aux originaux de Star Wars qui... Oui, effectivement, ce sont les meilleurs. Ce sont ceux qui encapsulent le mieux l'esprit de Star Wars. À partir de ce moment-là, on peut juste essayer de recréer l'esprit de Star Wars. Ouais. Mais faites-moi pas croire, s'il y a des gens aujourd'hui qui trippent sur les prequels, il va y avoir dans quelques années des gens qui trippent sur ces 3 nouveaux épisodes-là de Star Wars. Tout ça est relatif et je trouve qu'ils sont à la limite ex aequo dans leur médiocrité. Voilà. Charles, ça a été un énorme plaisir de te recevoir et de pouvoir jaser de tout ça avec toi. Partagez. Le côté geek en moi est rassasié pour des semaines. Si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, si on veut suivre ton travail, on va où? Vous allez sur ma page artiste, Charles Beauchesne, sur Facebook. Là, j'annonce toutes les affaires qui sont à venir. En fait, je fais toutes mes annonces sur ça. C'est la meilleure façon de voir où j'en suis dans mes affaires. Vous pouvez vous inscrire à mon Patreon aussi, Sinistre Charles, sur Patreon. Je ne publie pas beaucoup d'affaires, j'en publie de plus en plus. C'est la place où je vais domper les affaires que je fais dans mes temps libres et qui ne me demandent pas trop d'énergie de création. Entre autres, je vous fais des comptes rendus, genre en me filmant la caméra de où j'en suis dans mes affaires, mes états d'esprit, mes états d'âme. Si vous voulez en tout cas avoir une relation personnelle avec moi, j'utilise mon Patreon comme une espèce de journal intime. Puis sinon, Instagram, Sinistre Charles aussi, je le fais moins, là, mais je veux recommencer à le faire. Là. Je mets mes dessins là-dessus parce que je dessine, puis des photos de chats aussi. Sinon, mon Dieu, les pires moments de l'histoire, je suis disponible sur toutes les plateformes. Puis on va être de retour cette année éventuellement. Là, on est dans le flou de signature des contrats, ça s'en vient.
Parfait. Et le 21 mars, c'est le Gala des Oliviers où tu es en nomination pour meilleur podcast. Je te souhaite la meilleure des chances. Je trouve que ça serait Et juste le fait entièrement d'être mérité. nominé, c'est le plus beau coup de chapeau. Effectivement. Mais mon crush de podcast, t'es destiné. Voilà. C'est gentil, merci. Je le prends, je l'accueille, je le mets dans une petite porte dans mon cœur, absolument. Yes, sir. Sur ce, mon nom est Guillaume Saint-Cyr et avec Charles Beauchesne, on a jasé de film.